Après la disparition des dinosaures, les mammifères étaient partis à la conquête de la Terre. Mais à la fin du dernier épisode glaciaire, la plupart des espèces géantes s'éteignirent. Cette extinction coïncida avec l'expansion de l'homme moderne et certaines théories l'en rendent responsable. Quelle avait donc été l'histoire de cette espèce d'où naquit l'Homo sapiens sapiens ? Nous nous considérons souvent comme des êtres uniques, bien au-dessus du règne animal. Mais depuis le 19e siècle, nous connaissons notre place dans la faune. Nous sommes des mammifères. Notre arbre généalogique nous relie à notre passé animal. L'histoire de notre lignée tient une place particulière dans l'histoire de l'évolution. Notre différence saute aux yeux. Nous communiquons par le langage. Nos technologies sophistiquées nous permettent de recréer des mondes. Nous savons refaire des outils de pierre et redonner vie aux animaux d'autrefois. Mais sur la terre des monstres disparus marchèrent aussi nos ancêtres, car notre histoire appartient à l'histoire des mammifères. Bien des traits que nous croyons être le propre de l'homme viennent d'un ordre animal situé aux racines de notre arbre généalogique, les primates. Nous en connaissons aujourd'hui de toute forme, de toute taille et de tout style. Ce sont des animaux intelligents vivant selon des règles sociales élaborées. C'est de cette famille que nous tenons beaucoup de nos caractéristiques. Pour comprendre la réussite exceptionnelle de l'espèce humaine, remontons le temps, jusqu'au lendemain de la disparition des dinosaures, quand les primates apparurent dans les forêts. Certains de ces anciens primates ressemblaient aux lémuriens que nous connaissons encore aujourd'hui. Les lémuriens portent les caractères qui distinguèrent les primates anciens des autres animaux arboricoles. Cet animal est un lémurien à collier noir et blanc. C'est un primate qui vit dans l'île de Madagascar. Celui-ci est un coati, membre de la famille des ratons laveurs d'Amérique du Sud. Ces deux animaux sont très différents. Regardez les yeux du lémurien. Les deux yeux sont placés sur le devant de la tête, ce qui aide un animal arboricole comme lui à apprécier les distances. Le coati aussi vit dans les arbres, mais ses yeux sont placés sur les côtés de la tête.
C'est là une très ancienne caractéristique des primates, comme le montrent les fossiles. Voici le plus passionnant des primates fossiles, et ce pour deux raisons. C'est le plus ancien dont nous ayons un squelette, et tous les traits déterminants apparaissent parce qu'il est presque complet. De nombreux traits désignent le primate. Il s'agit d'adaptation à la vie dans les arbres. Les primates ont déplacé leurs yeux vers l'avant, ce qui est déterminant pour la vision en relief. Pour voir un objet en 3 dimensions, il faut le voir simultanément avec les 2 yeux. Quand on saute de branche en branche, c'est un avantage important. Et pour ne pas tomber, il faut savoir s'accrocher. Leurs pattes avant sont différentes. Le coati a des pieds à plat, avec des griffes. Il ne s'agrippe pas aussi bien que le lémurien. Ce lémurien, il a des mains, avec 4 doigts et un pouce. Il a des ongles et non des griffes, et il s'agrippe à peu près comme nous. Pour sauter sur des surfaces larges, comme les troncs d'arbres, les griffes sont des grappins efficaces qui permettent de circuler. Mais quand il s'agit de branches minces, les griffes sont moins efficaces. Il vaut mieux attraper le support par un système en pince. Comme de nombreux mammifères dont les ancêtres survivaient à l'ombre des dinosaures, les anciens primates semblent souvent avoir été des animaux nocturnes, comme les galagos d'aujourd'hui. Ces solitaires voient le monde en noir et blanc, mais une formidable coordination main-œil leur permet d'attraper la nourriture au vol et de sauter de cime en cime à grande vitesse. C'est sans doute ainsi qu'a commencé l'histoire des hommes, par une danse de branche en branche au cœur d'une sombre forêt. Je suis convaincu que plusieurs traits primitifs des primates ont été fondamentaux pour notre propre évolution, à la base de ce que nous sommes aujourd'hui. Un très bon exemple nous en est donné par les grands yeux orientés vers l'avant qui autorisent la vision tridimensionnelle en connexion avec le cerveau et les mains préhensiles. En se servant de ses mains devant ses yeux, on a un retour qui permet de manipuler les objets. Il s'agit là du fondement de la fabrication des outils, une des grandes avancées de l'évolution de l'homme. Au chapitre suivant, les primates abandonnent la nuit et gagnent la lumière du jour. Il y a 45 millions d'années, apparut une nouvelle famille de primates dont le visage nous est plus familier. Malheureusement, les fossiles de cette époque sont très rares. Nous ne disposons souvent que de fragments. Une extraordinaire technique empruntée à la médecine permet cependant aux scientifiques d'assembler les os afin de visualiser la forme de ces primates. Un scanner enregistre des images tridimensionnelles des fragments et l'ordinateur les traite. L'idée consiste à les assembler comme un puzzle tridimensionnel. Vous voyez ici les fragments d'une mandibule inférieure et ici des fragments de mandibule supérieure. Avec ces fragments, dont certains viennent de la partie gauche du corps et d'autres de la partie droite, nous reconstruisons une tête plus ou moins complète de l'animal. Quand des morceaux de fossiles manquent, l'ordinateur génère une image symétrique qui complète la pièce. Et pour mieux étudier l'animal, les scientifiques peuvent même en construire un moulage. Guidé par l'image tridimensionnelle, le laser trace la forme exacte du fossile, couche par couche, dans une résine photosensible. La résine réagit et se solidifie, puis révèle enfin une reconstruction du fossile.
instant est extraordinaire. Le paléontologue se retrouve face à face avec le stade ultérieur de l'évolution de l'homme, les singes. La voici à peine sortie du moule, une vraie tête de singe. Nous n'aurions pu nous en faire une idée satisfaisante avec des fragments dispersés. À présent qu'ils sont assemblés et qu'on le regarde de face, voici les orbites orientées vers l'avant, dont on imagine le reste, ici. Et voilà le visage. Là, je regarde en face un singe âgé de 45 millions d'années. Les singes ont emmené l'ordre des primates dans une nouvelle direction. L'existence diurne leur a donné une toute autre apparence que celle des primates primitifs. Ils ont un visage plat et une grande acuité visuelle. Ils voient en 3 dimensions, mais aussi en couleur. Les primatologues savent à quel point cela compte. La vision des couleurs est utile aux singes, car leur alimentation est largement composée de fruits. Ils peuvent ainsi identifier les fruits mûrs, qui sont souvent de couleur rouge ou jaune, et ils évitent les fruits verts. L'autre utilité de la vision des couleurs relève de la communication. Ces singes ont une jolie tache blanche sur le museau. Leur famille d'appartenance est dotée de dessins faciaux très élaborés. Tout ceci est de l'ordre de la communication, surtout de la communication entre espèces, pour éviter de s'accoupler avec le mauvais partenaire, ce qui serait désastreux. Le visage plat des singes et leur petit nez indiquent que l'odorat a été sacrifié à la vue et à la beauté des apparences. Les singes dépendant peu de leur odorat pour communiquer, leur museau est plus petit, il n'est pas humide, et ils n'ont pas la lèvre supérieure scindée en deux des primates inférieurs et des autres mammifères. Avoir une lèvre supérieure mobile et des muscles faciaux plus nombreux autorise une grande variété d'expressions du visage. C'est important pour des animaux sans langage articulé, qui ne parlent pas. Les expressions faciales servent à communiquer. Par exemple, l'expression de la menace, en haussant et baissant les sourcils. Ou la soumission, qui s'exprime par une grimace de déférence, avec les dents comme ça. Nous sourions pour nous montrer amicaux. Eux, ils ont une expression de crainte. J'ai peur de toi, je ne te ferai pas de mal. Les babouins ont une jolie expression amicale. Ils rabattent les oreilles, ils lèvent les sourcils et ils avancent les lèvres. On parle à juste titre de l'expression « viens plus près ». Nous savons identifier ces signaux non verbaux car ils sont restés partie intégrante de la communication humaine. Nous savons reconnaître la joie, la tristesse, la colère ou la gêne. Tout cela a commencé dans la préhistoire chez les singes diurnes pour accompagner une vie sociale intense. L'existence diurne est un ensemble de défis. On est plus vulnérable et a plus de prédateurs. Les singes opposent à cela la vie en groupe. La plupart des singes sont hautement socialisés. Ils passent beaucoup de temps à se toiletter mutuellement. Ils ont besoin de savoir qui est qui fait quoi et avec qui, et à garder le contact.
Ils ont passé une vitesse en devenant des animaux politiques, qui manœuvrent et jouent des relations sociales pour se maintenir en tête ou asseoir leur position au sein du groupe, avoir la meilleure nourriture, les meilleurs alliés, etc. Ce constant travail de réseau a un effet direct sur une autre partie du corps des singes. Il faut un cerveau d'une bonne puissance de calcul pour mémoriser qui est qui, comme dans un feuilleton. Rester dans la course sous peine de le payer cher. Cette constante pression pour savoir ce qui se passe dans le groupe suppose des capacités cognitives supérieures. Un cerveau plus performant, en somme. Le système politique complexe du groupe semble à l'origine d'une augmentation de la masse du cerveau, les débuts de ce qui allait devenir une caractéristique des hommes. Les singes se répandirent dans le monde et bientôt apparut une branche nouvelle de primates intelligents. Chimpanzés, gorilles et orang-outans sont nos plus proches parents vivants. Ce sont les grands singes. Il s'appelle Bo, c'est un petit orang-outan, membre de la famille des grands singes à laquelle nous appartenons. Comme nous, il a des mains préhensiles. Il a un cerveau volumineux pour sa taille. Les grands singes ont de longues grossesses et un long temps d'éducation des petits. Les arbres avaient été la demeure ancestrale des primates. Avec les grands singes, commença le processus qui allait les faire vivre à terre. Les grands singes sont plus massifs. Ils ne peuvent pas se balader dans les branches comme les autres singes. Ils grimpent. Ils marchent à terre, grimpent aux arbres et se balancent de branche en branche en quête de nourriture. Cela leur confère une posture plus droite et une poitrine plus large. Les grands singes se balancent ou s'accrochent aux branches au lieu de sauter. Alors plus besoin de queue pour s'agripper. Quand ils marchent au sol, les grands singes ont une posture particulière. Ils marchent sur le dos des mains. Les singes placent les mains au sol, parfois juste les doigts. Les grands singes, eux, appuient au sol le dos des phalanges. Les orang-outans marchent sur leurs poignets. Ils adoptent ainsi une posture semi-debout. C'est en partie dû au fait que leurs bras sont plus longs que leurs pattes arrière. Ils sont plus hauts à l'avant qu'à l'arrière, leurs bras sont plus longs et leur servent de point d'appui. On dirait mon mari. Les grands singes nous sont apparentés, mais ce ne sont pas nos ancêtres. Nos ancêtres ont un jour quitté les rangs des singes pour ouvrir un chemin singulier dans l'évolution. Afin de mieux comprendre les différences de fond entre hommes et grands singes, le chimpanzé emmène le professeur en promenade. Ils enduisent leurs pieds de boue pour faire des marques. Yuck. Yucky. It's fun to play dirty, isn't it? Come on. Come on. La trace de boue qu'ils laissent sur le papier est ensuite très sérieusement étudiée par le professeur. La principale différence, c'est que l'empreinte du chimpanzé est courte et large. Le pouce opposable, ou gros orteil, est écarté comme le pouce de la main préhensile. En revanche, l'empreinte humaine est plus longue, relativement étroite, et surtout, le pouce est aligné sur la ligne du pied. Seuls les humains marchent sur deux jambes. C'est la caractéristique la plus évidente de notre différence d'avec les grands singes. La bipédie a-t-elle été le fait déterminant qui a changé la destinée de nos ancêtres ?
En 1972, en Tanzanie, une découverte exceptionnelle fournit de nouveaux indices dans l'enquête sur l'évolution de l'homme. Ce n'était pas un fossile, mais des traces de pas imprimées dans la cendre volcanique. Ces empreintes étaient celles d'une créature singulière qui avait marché là il y a plus de 3 500 000 ans. Ceci est un moulage des célèbres empreintes de pas du site de l'Etoli dans le nord de la Tanzanie, une des preuves les plus anciennes de bipédie ou marche sur deux pieds chez nos ancêtres primitifs. On en voit toute l'importance en comparant les empreintes. Voici la mienne. On voit nettement le pouce à l'alignement, ainsi que la courbure au centre du pied. Quand on compare avec l'empreinte du chimpanzé, la différence saute aux yeux. Le singe a le pouce écarté des doigts. Et comme il n'y a pas à l'Etoli de traces de marche sur les phalanges, nous en déduisons que l'être qui a fait ces empreintes marchait sur deux pieds. Découvrir une preuve de bipédie signifie de manière certaine avoir affaire à un être de la lignée humaine et non de la lignée des singes. Les traces fossiles de l'évolution de l'homme montrent que la marche debout est venue en premier. Elle a précédé l'expansion du cerveau et l'usage de l'outil, si bien qu'une découverte de ce genre nous permet d'être certains pratiquement à 100% qu'il s'agit d'un ancêtre humain et non d'un ancêtre grand singe. Ces empreintes de pas ont été faites par une créature fascinante. Un grand singe qui avait quitté les arbres et vivait à terre. Ces traces constituent une indication de comportement que nous n'avons pas besoin de déduire de l'examen des os. Nous la voyons. C'est comme marcher sur une plage ou voir la trace de pieds mouillés sur un carrelage. Un instantané du passé qui nous les fait imaginer, marchant sur cette plaine couverte de cendres, presque comme nous y marcherions nous-mêmes. L'identité de cette créature fut finalement confirmée quand on découvrit un squelette de la même époque, partie homme et partie grand singe, l'Australopithèque. C'est l'un des plus beaux crânes d'Australopithèque que nous ayons. Il devait ressembler à un chimpanzé. Le cerveau est petit, à peine plus gros que celui d'un chimpanzé. La face de l'Australopithèque se projette beaucoup vers l'avant et le nez est plat, comme un nez de grand singe, un nez de chimpanzé. Un des indices qui exclut l'hypothèse chimpanzé est le foramen magnum, le trou par lequel la moelle épinière entre dans le cerveau, qui est positionné sous le crâne. Le crâne est en équilibre sur la colonne vertébrale, ce qui caractérise les bipèdes. Cet individu, bien que ressemblant superficiellement à un chimpanzé, marchait debout sur deux pieds et appartenait à la lignée humaine. Squelettes et empreintes de pas permettent aux animateurs de reconstituer l'Australopithèque. Mais sans modèle vivant, les animateurs expérimentent sur eux-mêmes les indications fournies par les scientifiques. Je crois que ce qui ne va pas avec celui-là, c'est qu'il est trop penché. Ses jambes ne sont pas droites. Imaginez que vous essayez de marcher comme ça. Rester dans cette position un certain temps, impossible d'aller où que ce soit. Je le sens dans mes cuisses
Il ne peut pas marcher comme ça. That's a good posture. Ceci est mon premier essai. Je voulais commencer par une allure proche du chimpanzé, histoire de commencer à voir ce que ça donnait. J'ai continué en lui donnant une posture plus verticale, plus droite. Ces animations schématiques sont des essais. Cela devient vraisemblable. Il est plus droit, il marche avec un rythme plus humain. Mais il faut encore du travail pour faire marcher ses jambes de manière plus efficace. À cette étape, j'ai essayé le rythme alterné, épaule-hanche, que les scientifiques nous ont conseillé. C'est presque ça, mais encore inconfortable. Il fait un effort à chaque pas. On dirait qu'il arrache ses pieds à la boue, ou que ses pieds sont collés. Je suis ensuite passé à la version finale, qui ne ressemble pas tout à fait à un chimpanzé, mais pas non plus totalement à un homme. Il est quelque part entre les deux, mais il ne semble pas dépenser trop d'énergie pour avancer. Autrement dit, il marche. J'ai plus appris avec ces essais qu'avec toutes les animations que j'avais faites. J'ai vu cette créature évoluer sur l'écran et c'était passionnant. À un moment donné, il a eu l'air presque humain. Et en même temps, on se disait, non, pas tout à fait. C'est là qu'on a su qu'il était juste. C'était cela, un australopithèque. Pas tout à fait singe, pas tout à fait homme. La bipédie rapprochait les australopithèques des hommes et les éloignait des singes. Mais cela signifie-t-il qu'ils se comportaient comme des hommes? Leurs mains libérées par la marche debout leur permettaient-elles de recourir aux outils pour dominer les animaux qui les entouraient? Sympa. Ce scientifique sud-africain a méticuleusement étudié les fossiles d'espèces méridionales d'australopithèques. Dans la caverne dite de Swartkrans, il a recueilli des indices permettant d'établir si la bipédie avait ou non changé en tueur ces inoffensifs végétariens. Cette caverne de Swartkrans est remarquablement riche en ossements fossiles. On en a retrouvé rien qu'ici plus de 240 000. Il s'agissait surtout de restes d'animaux du bush, mais on trouva aussi de nombreux crânes d'hommes singes, sans leur corps. Pour beaucoup, une preuve de la cruauté des êtres humains. Une des explications possibles est qu'ils aient été cannibales, des décapiteurs professionnels qui rapportaient les crânes de leurs victimes là où ils vivaient, ce qui expliquerait les fossiles. J'ai voulu cependant comprendre l'ensemble de la situation et voir quelles autres explications pouvaient être données. Le professeur Brain avait le sentiment qu'il en saurait plus en étudiant la faune d'aujourd'hui. Par bonheur, beaucoup d'animaux de la faune d'aujourd'hui sont pratiquement les mêmes qu'il y a 1 ou 2 millions d'années. Certains ont disparu comme les félins à dents de sabre, d'autres existent encore, le léopard ou le lion. Il m'a paru essentiel de parcourir le bush à la recherche des endroits où des proies avaient été tuées.
Ici, un léopard a dévoré sa proie dans l'arbre, mais sauf à arriver sur place avant que les restes tombent au sol, on ne trouve pas grand-chose. Les restes sont dispersés par les chacals ou les hyènes. Ce qu'on trouve, par contre, ce sont des crânes, la partie résistante de l'animal, ou les dents, la mâchoire, ou encore les cornes, qui ne sont pas mangeables. La triste vérité apparut sur l'un des fossiles. L'un des indices les plus intéressants des fossiles de Swartkrans vint de ce fragment de crâne. C'est l'arrière du crâne d'un enfant d'environ 10-11 ans. Il porte 2 trous très nets dans les pariétaux. L'espace entre les 2 trous correspond presque exactement à celui qui sépare les canines d'un léopard. Nous avons proposé un scénario selon lequel l'enfant avait été tué par un léopard et traîné vers la tanière, où il mangeait dans la caverne de Swartkrans. Ce crâne, comme d'autres fossiles, serait tout simplement un relief de repas de félin. La bipédie nous faisait avancer, mais nous n'étions encore que de la pâtée pour chat. Pour un homme singe vivant dans la savane arborée, la vie devait être effrayante. Ils étaient plutôt petits, ils avaient peu de défense naturelle, ni grandes dents, ni crocs, ni griffes, alors que de multiples espèces de prédateurs rôdaient autour d'eux. À part les carnivores que nous connaissons aujourd'hui, lions, léopards et hyènes, existait toute une gamme d'autres carnivores, comme les félins à dents de sabre, aux aguets dans la nuit, prêts à les dévorer. Mais les prédateurs n'étaient pas les seuls dangers auxquels les australopithèques étaient exposés. Il y a 2 500 000 ans, le climat se détériora. Il se fit plus froid et plus sec. Ce fut le début des âges glaciaires. Cette évolution climatique eut de graves conséquences pour nos ancêtres. Face au durcissement des conditions de survie, il semble qu'il y ait eu 2 stratégies différentes. La première fut celle des hommes singes robustes. Leur crâne est tout à fait caractéristique, avec une large face plate. Leur stratégie a été de se rendre plus résistants pour pouvoir affronter des conditions difficiles, ce qui a donné un individu massif et solide. C'était la première possibilité. L'autre, celle de la lignée humaine ou préhumaine, a été l'augmentation de la taille du cerveau, ce qui se retrouve dès les débuts de notre lignée. Ces créatures-là semblent avoir plus compté sur l'intelligence que sur la force. De ces 2 options, la seconde s'est avérée la meilleure. Les hommes singes robustes s'éteignirent, tandis que les descendants des espèces à grand cerveau quittèrent l'Afrique et essaimèrent peu à peu sur toute la planète. Pour ceux qui allèrent jusqu'en Europe du Nord, il fallut pour la première fois affronter le permafrost et de rigoureux hivers. Le paysage était dominé par des spécialistes du froid, les mégacéros, des cervidés géants, les rhinocéros laineux et les hardes de mammouths. Le seul primate à pouvoir survivre dans ces conditions était un homme hautement spécialisé dans l'adaptation au froid, le néandertalien.
Les Néandertaliens étaient si proches des hommes d'aujourd'hui qu'ils ont pu être incarnés par des comédiens, au prix de 3 heures de maquillage. Les traits néandertaliens, en particulier ceux du visage, reflétaient l'ensemble de leur système d'adaptation. Observez la mâchoire projetée vers l'avant, les arcades sourcilières épaisses, le front bas. Ce large nez est intéressant parce qu'il s'agit d'une adaptation au climat froid. En effet, le nez réchauffait et humidifiait l'air avant qu'il ne pénètre les poumons, ce qui leur permettait de rester actifs sous des températures extrêmement basses. Je soupçonne que leur nez coulait la plupart du temps et que les Néandertaliens n'étaient guère beaux à voir quand ils se livraient à une activité physique. Ils devaient être assez laids. Pardon ? Les Néandertaliens étaient peut-être laids, mais certainement pas idiots. En fait, leur cerveau était relativement plus gros que ceux des hommes modernes, et les traces fossiles indiquent qu'ils ne servaient plus de pâté aux félins. On peut voir sur l'île de Jersey une preuve de l'évolution de la relation aux animaux. Les archéologues se sont penchés sur des restes découverts au pied de cette falaise pour reconstituer ce qui s'y passait. Les centaines d'ossements mis à jour racontent une histoire étonnante. La particularité de ce site, c'est que les fouilles ont fait apparaître d'énormes quantités d'ossements de mammouth, de rhinocéros laineux, ainsi que d'autres espèces. Voici un exemplaire de dents de mammouth trouvé ici. C'est moins la grande quantité de restes qui est remarquable que la manière dont ils sont disposés dans le site. Au cours des fouilles de 1969, les archéologues furent stupéfaits de découvrir les ossements d'animaux comme ceci, non pas empilés en vrac, mais bien rangés. Il est très inhabituel de trouver les ossements ainsi rangés, et ceci indique une intervention humaine. D'ailleurs, nous connaissons le coupable. Les preuves ne manquent pas. Voici le type d'outil que fabriquaient les Néandertaliens. En examinant les ossements, nous y trouvons les traces du grattage que laissent les outils de pierre quand les animaux sont dépecés. Au-delà de ces traces d'outils sur les os, on trouva ici des dents de Néandertaliens qui indiquaient qu'ils se livraient à quelque forme de massacre organisé. Mais le mystère restait entier. Comment avait-il pu rassembler tant de grands animaux dans un seul lieu? Pour l'archéologue, la réponse était sur la falaise. Imaginez qu'au lieu de ces plages, vous voyez ici une grande plaine herbeuse s'étendant sur des kilomètres. Et sur ce plateau, une harde de mammouths avec peut-être quelques rhinocéros laineux. Si les Néandertaliens pouvaient les prendre à revers et les pousser vers ce bord de ravin où je me tiens, ils leur coupaient toute retraite, les obligeaient à aller par là et donc à tomber dans le ravin en contrebas. Nous ne savons pas précisément comment ils faisaient. Nous ne sommes sûrs de rien. Mais nous savons en revanche qu'ils pouvaient compter sur une technique qu'ils maîtrisaient, le feu. Dans le ravin, on trouve des monceaux de charbon et d'os brûlés.
Si on allume des feux derrière les mammouths, et si le vent est dans la bonne direction, les animaux n'ont d'autre choix que de fuir par là. Le régime alimentaire de ce primate privilégiait donc la viande aux dépens des fruits. Et il se trouve que ces habiles chasseurs vivaient ici quand les mammifères géants commencèrent à disparaître. Ces magnifiques créatures qu'étaient le rhinocéros, le mammouth et le mégacéros s'étaient adaptées aux plus rigoureuses conditions climatiques. Mais ils s'éteignirent à la fin de la dernière période glaciaire. Les Néandertaliens font certes des coupables vraisemblables, mais d'autres suspects existent. Des cousins des Néandertaliens parvinrent en Europe à l'époque où ces mammifères commencèrent à décliner. Ils étaient plus grands et plus minces que les Néandertaliens. Leurs crânes étaient plus arrondis, leur front élevé, leur menton bien marqué et leurs arcades sourcilières fines. On les appelle aujourd'hui hommes modernes. Ces hommes semblaient en apparence mal équipés pour subsister dans des conditions rigoureuses. Ils n'étaient pas physiquement adaptés au froid. L'environnement des âges glaciaires était très dur. Avec leur physique de type tropical, les hommes ne pouvaient y survivre. Si j'étais nu ici, je mourrais en 1 heure. Nous avons donc développé des cultures et des technologies complexes. Aujourd'hui, on emploie des fibres synthétiques. À la période glaciaire, nos ancêtres avaient les animaux. Ils savaient les tuer, manger leur viande et utiliser leur peau pour en faire des vêtements, leurs os ou leur bois pour fabriquer des outils. En combinant des matériaux simples de manière sophistiquée, l'homme a pu vivre dans cet environnement. Les hommes modernes étaient des inventeurs. Ils disposaient d'une gamme d'outils plus large que celle des Néandertaliens et employaient plus de matériaux. Les outils néandertaliens étaient faits de pierres taillées par éclat. C'étaient des outils simples destinés à couper le bois. Des outils comme celui-ci servaient à gratter les peaux, et ces pointes de saguet servaient à la chasse. Les hommes modernes, eux, fabriquaient des outils aussi simples, mais plus efficaces. Ils les montaient sur des hampes, ce qui augmentait l'effet mécanique, par exemple pour le dépeçage. De plus, ils fabriquaient des outils à partir d'autres matériaux, bois de cervidés ou os. Si vous aviez vécu il y a 30 000 ans en Europe, vous auriez employé ces saguets garnis de pointes en bois de cervidés. Ces pointes sont très aiguisées, elles pénètrent profondément dans la chair. Les saguets étaient lancés à la main. Ensuite, il y a 20 000 ans, les hommes ont commencé à employer des propulseurs de saguets. Le soc du propulseur reçoit l'extrémité de la sagaie empennée. Tenez-le plus ou moins parallèle au sol. Le propulseur va le projeter haut en l'air. Way to go. Okay. Whoa, man. Whoa. Isn't that pretty awesome? Ces armes représentent, disons, une force de frappe révolutionnaire, car elles permettent de frapper l'animal de loin sans courir de risque. Un des problèmes des Néandertaliens est que les pointes de leurs lances étaient peu aiguisées. Les animaux n'étaient que blessés. Il fallait s'approcher d'eux pour les achever. Les ossements de Néandertaliens portent des traces de blessures. Une étude récente a trouvé les mêmes lésions sur des cow-boys de rodéo piétinés par des animaux.
Le haut du corps présentait les mêmes blessures que celles des Néandertaliens. Les Néandertaliens vivaient bien plus dangereusement que les hommes modernes, et ils étaient moins adaptables. Ils étaient des victimes tout autant que les grands animaux. Les hommes modernes jouèrent-ils un rôle dans leur disparition ? Leurs talents de chasseurs ont-ils déclenché la catastrophe ? Les hommes chassaient les grands mammifères des âges glaciaires, les mammouths, les rhinocéros laineux, les mégacéros, mais ils ne le faisaient pas si fréquemment. Ils s'attaquaient plus communément aux rennes, aux chevaux, aux cerfs. Il est peu probable qu'ils aient joué un rôle déterminant dans l'extinction des grands mammifères. Nous tendons à penser que nous avons toujours joui d'une puissance illimitée. Mais en ces temps reculés, nous n'étions ni assez nombreux, ni assez équipés techniquement pour déclencher une extinction de cette ampleur. De nombreux scientifiques considèrent qu'elle a d'autres causes. Les recherches récentes font apparaître que les périodes glaciaires peuvent finir au terme non pas de milliers d'années, mais de dizaines d'années, avec des conséquences catastrophiques. Des fluctuations rapides du climat peuvent produire des écarts de 6 à 7 degrés Celsius, qui en moins de 30 ans occasionnent des désordres dans la végétation auxquels les espèces de grands mammifères sont incapables de s'adapter. Si l'on ajoute à cela leur faible densité et leur lenteur de reproduction, on voit que ces transformations de l'environnement sont une cause plus probable de leur extinction que l'intervention humaine. La Terre est décidément plus forte que nous. Des changements climatiques brutaux et massifs ont sans doute provoqué l'extinction des mammifères géants. Malgré notre sentiment de toute puissance sur la Terre et les animaux, nous sommes vulnérables. Si nous devions affronter une nouvelle glaciation ou un réchauffement brutal, nos sociétés complexes et fragiles, peut-être, s'écrouleraient. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Worst things happen to see, you know. Always look on the bright side. I mean, what you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing. Always look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know.